Aujourd'hui, après vous avoir parlé des meilleurs géants ayant évolué en NBA, nous allons nous concentrer sur leurs opposés, les plus petits joueurs. Car oui, même si la taille est souvent un avantage dans le basket, 15 joueurs d'1m75 ou moins ont tout de même réussi, grâce à leur talent, à être professionnels dans la grande ligue. A priori, tous ces gars, mesurant au maximum 5 pieds 9, seront abordés aujourd'hui et bien souvent, vous le verrez, leur parcours est lié à une grande force de caractère et à une énorme détermination. Et oui, il fallait bien compenser les manques de centimètres autrement. Et le premier, que évidemment vous connaissez très bien, vu qu'il jouait encore la saison dernière sous le maillot des Hornets, c'est Isaiah Thomas, 1m75. Même si au jour où nous écrivons la vidéo, il n'a pas de contrat en NBA, nous pouvons tout de même le considérer comme un joueur actif, et parmi eux, il est tout simplement le plus petit. Si depuis son départ de Boston en 2017, il galère à retrouver une place acquise et stable dans la grande ligue, enchaînant petits contrats sur petits contrats, dans des teams comme les Nuggets, les Wizards, les Pelicans, les Lakers, les Mavericks ou les Hornets, il fut un temps tout de même où il faisait partie de l'élite des meneurs de jeu NBA. Mais avant de parler de ça, il faut revenir à sa draft en 2011, moment où peu de monde le connaissait et où les journalistes ne s'intéressaient quasi absolument pas à lui. Pourtant, les Kings, avec le 60e et dernier choix, ont tout de même choisi de jeter leur dévolu sur Thomas, afin de lui laisser une chance dans la grande ligue, et ils ne le regrettèrent pas. Surmotivé à l'idée de se faire un nom en NBA, celui dont le prénom a été choisi suite à un pari perdu par son père, fan des Lakers, a rapidement montré qu'il avait du basket. Si en tant que débutant, il a obtenu une sélection dans la All-Rookie Second Team, il n'a cessé de progresser ensuite, jusqu'à tourner à plus de 20 points par match pour sa 3e saison à Sacramento. Malgré de réelles limites en défense, sur le terrain, Thomas est une vraie mobilette, un scoreur gifté, spécialiste du money time, qui pour ces raisons, plus tard, s'est vu attribuer le surnom de King in the Force. Avouons que c'est plus glorieux que l'autre nickname que l'on entendait, Pizza Guy, en raison de ses mensurations de mec lambda. Mais après un bref passage par les Suns, c'est finalement sous le maillot des Celtics qu'il a connu la plus grosse explosion, devenant le leader offensif de la jeune escouade de Boston, et obtenant même 2 sélections All-Star en 2016 et en 2017. Si sa taille officielle est de 1m75 et que plusieurs fois on a même affiché 1m78, le meneur a affirmé plus tard qu'en vrai il mesurait plutôt 1m72, mais ça ne l'empêchait pas de dunker. Comme quoi, que ce soit par la taille ou par le talent, il a clairement sa place dans notre liste des joueurs du jour. On se rappellera notamment de son énorme match en play-off en 2017 lors d'une prestation très émouvante où il a planté son record en carrière de 53 points. Ce 2 mai aurait normalement correspondu au 23e anniversaire de sa petite sœur, Shaina, tragiquement décédée quelques temps plus tôt dans un accident de la route. Isaiah Thomas lui a rendu un bel hommage. En fait, il s'agit tout simplement du plus gros carton offensif réalisé par un joueur de sa taille en post-season. Alors bien sûr, comme on l'a dit, depuis, l'âge, les blessures et sa défense suspecte le handicap pour ce qui est de se stabiliser à nouveau. Mais peu importe, cela lui a tout de même permis de tourner à 8,3 points par match à Charlotte l'an dernier et à 32 ans, il est toujours sur le marché. Nous ne pouvons que lui souhaiter que cette saison encore, il puisse convaincre un ou deux GM de lui donner un shot en NBA, car clairement, même si ses meilleures années sont maintenant derrière lui, Thomas a encore de belles choses à donner à la grande ligue. Toujours dans les joueurs d'1m75, parlons d'un autre gars excellent, vu que lui aussi a été All-Star, c'était en 1979, Calvin Murphy. Le meneur a passé toute sa carrière, dans les années 70 et au début des années 80, sous le maillot des Rockets, et dans le Texas, il a très vite montré à quel point il pouvait être un scoreur ultra dynamique, avec une vitesse impressionnante lui aussi, et un excellent sens du panier. Mais surtout, comme beaucoup, il compensait son manque de taille en étant une vraie teigne sur un parquet. Sidney Wicks, 2m03, qui a terminé le nez en sang suite à un punch de Murphy, s'en rappelle encore très bien, on imagine. Si bien sûr sa sélection All-Star représente l'apex de sa carrière, on se rappellera tout de même que collectivement, il a eu des résultats, avec un vrai rôle en 1981 lorsque Houston a atteint les finales, perdu face aux Celtics. Tout ce parcours, même s'il y a eu des controverses à ce propos, lui a même permis d'être intronisé au Hall of Fame en 1993, devenant ainsi le plus petit joueur à être sur la liste des légendes inscrites au panthéon de la NBA. Mais en vrai, ce qui est le plus fort avec Murphy, c'est que grâce à son niveau basket, grâce à des saisons à plus de 20 points par match et même une pointe à 25,6 en 1978, il a fait en sorte que tout le monde oublie sa taille. Ce que l'on retenait de lui, c'est juste qu'il était l'un des meilleurs meneurs de jeu scoreurs de sa génération, un mec capable de prendre feu et sur lequel il était impossible de faire faute, vu qu'au niveau des pourcentages au lancer, lui qui sur la saison 80-81 a dépassé les 95%, fait tout simplement partie des meilleurs de l'histoire. En fait, il a même mis 78 lancers consécutifs à cette époque, un record qui a tenu jusqu'en 1993 tout de même. Avec également des mains super actives qui lui permettaient de voler tout un tas de ballons et un sens de la passe très correct, Murphy s'est donc fait une vraie place en NBA, et même plus que ça. Aujourd'hui, il est peut-être tout simplement le meilleur joueur d'1m75 ou moins de toute l'histoire de la Grande Ligue. Ça pèse quand même.
Évoquons désormais un autre gars que vous connaissez parfaitement bien, vu qu'en 2016, il était encore en NBA, Nate Robinson. Lui, ce qui lui a permis de se faire un nom dans la Grande Ligue, en plus de sa taille d'1m75, c'est sa détente et ses qualités athlétiques hors du commun qui lui ont permis à 3 reprises de remporter le concours de dunk, un truc de dingo. De toute façon, dès sa saison rookie sous le maillot d'Enix, avec son explosivité et sa personnalité bouillonnante, il a séduit tous les fans du Garden, et son contre sur Yao Ming, 2m29, définitivement reste dans les mémoires. Le mec sur le terrain donnait tout, il jouait avec ses émotions, enflammait le public, et c'est sûrement ce caractère qui l'a constamment porté vers le haut. Si lui n'a jamais été All-Star, malgré une saison 2008-2009 à plus de 17 points par match, il a quand même pu vivre une carrière longue de 11 saisons en NBA, passant par 8 équipes différentes et en occupant à peu près tous les rôles possibles, de celui de titulaire jusqu'à celui de cheerleader en bout de banc. Et quand on voit les dingueries qu'il a réalisées lors de ses victoires au Slam Dunk Contest en 2006, 2009 et 2010, Kryptonate, du haut de son 1m75, s'est définitivement fait un nom dans l'histoire de la Grande Ligue. Espérons pour lui maintenant que les soucis de santé, qui ont été dévoilés publiquement très récemment, une insuffisance rénale, seront réglés au plus vite. Là on passe à un joueur un peu plus petit, 1m72, qui du point de vue de la renommée est sûrement moins connu que les précédents, Charlie Chris. Pourtant, pendant ses 8 saisons en NBA, avec les Hawks, les Clippers et les Bucks, il s'est imposé comme un role-player de qualité en sortie de banc, capable de terminer des saisons à plus de 10 points par match en moyenne, c'est quand même lourd. Lui aussi, selon les rumeurs, aurait mesuré en fait 2 ou 3 cm de moins, mais ça ne l'a pas empêché de montrer ses qualités. Et puis Chris, en plus de ça, a vraiment galéré pour arriver dans la Grande Ligue en 1977, alors qu'il n'avait jamais été drafté et avait déjà 29 ans. Avant ça, le meneur est passé par tout un paquet de ligues mineures dans lesquelles il a tout donné, jusqu'à finir MVP de la CBA, avec toujours le même objectif, obtenir un shot en NBA. Quand le rêve est enfin devenu réalité, il a ensuite croqué dans cette opportunité à pleines dents, et lui aussi a séduit grâce à son côté mort de faim, qui ne lâchait jamais rien sur le terrain. À son arrivée aux Hawks, il était à la fois le plus petit joueur de la Grande Ligue, mais aussi le rookie le plus âgé, ce qui lui a vite donné une réputation sympathique outre-Atlantique. Très rapide, bon shooter et passeur très correct, Charlie Chris a plu à tous les coachs qu'il a connus dans sa carrière, pour sa capacité à ce que dès qu'il rentre sur le parquet, des choses arrivent grâce à son talent de dynamiteur. Alors même s'il n'est pas le plus connu des joueurs d'1m75 ou moins ayant évolué en NBA, il aura tout de même pu se construire une carrière brillante, et c'est tout ce que l'on retiendra le concernant. Évoquons maintenant Dino Martin, 1m72 lui aussi. Après une très bonne carrière universitaire à Georgetown, le meneur a pu avoir sa chance en BAA en 1946 sous le maillot des Providence Steamrollers. Là-bas, il a réalisé une saison rookie prometteuse en tournant à plus de 12 points par match, avant qu'autour de lui, le niveau augmente et qu'il connaisse davantage de difficultés. Voilà pourquoi au bout de 2 saisons seulement, l'aventure se terminait déjà pour lui. Mais pas grave, il a quand même pu jouer 92 matchs lors des prémices de la Grande Ligue. On se rappellera aujourd'hui plutôt de lui en tant que coach ou sur le campus de La Salle à Philadelphie en NCAA, il est devenu un visage marquant vu qu'il s'occupait du basket mais aussi du tennis. Comme quoi, malgré sa carrière courte en tant que professionnel, Martin était un gars plutôt polyvalent quand il s'agissait du sport. Toujours dans les gars d'1m72, nous devons maintenant parler de Willie Somerset, arrivé en NBA en 1965 sous le maillot des Bullets. Malheureusement, sa campagne de 8 petits matchs seulement à 5,6 petits points par rencontre ne lui a pas permis de s'imposer et dès l'année suivante, il dut passer par des ligues mineures. Il s'est ensuite fait un joli nom en ABA où il a pu être All-Star en 1969, réalisant une saison à plus de 24 points de moyenne par match sous le maillot des Houston Mavericks puis des New York Americans. À l'âge de 26 ans, il stoppa néanmoins sa carrière pour devenir pharmacien et restera dans les mémoires comme l'une des légendes de la fac de Duquesne, au sein de laquelle il fut intronisé au Hall of Fame. Allez hop, on redescend d'un étage encore pour passer à des joueurs d'1m70, à commencer par Keith Jennings, que l'on a pu connaître pendant 3 saisons en NBA au début des années 90. Non drafté, le joueur n'a jamais cessé de hustle pour finalement obtenir un shot à 24 ans avec les Warriors. Là-bas, il a réalisé des chiffres plutôt honorables avec 26 titularisations en tout, une saison à plus de 8 points par match et une autre à plus de 4 passes. Il a même avoué qu'il n'avait jamais été handicapé par sa taille, dans la mesure où depuis toujours il jouait face à des adversaires plus grands, et que son jeu au final n'avait rien d'un petit, lui qui mine de rien était excessivement massif et combatif. Malheureusement, ces 3 saisons ne lui ont pas permis de convaincre les GM de lui offrir un nouveau contrat dans la Grande Ligue. Il a ensuite poursuivi sa carrière en Europe, et notamment en France, sous les maillots de Strasbourg et de Nancy, où il a pu continuer à apporter son jeu super énergique. Aujourd'hui, il a obtenu un statut de coach en NCAA au sein de l'équipe féminine de Liz McCray. À peu près à la même époque, et toujours avec une taille d'1m70, nous avons aussi Greg Grant, qui comme beaucoup a dû se battre pour arriver en NBA en 1989 dans la franchise de Phoenix. Cependant, lui aussi, malgré sa petite taille, était extrêmement athlétique,
et sur le terrain, sa détente compensait bien des choses. Alors ok, ça ne lui aura pas suffi pour obtenir un rôle important, lui qui jamais n'a pu faire une saison à plus de 4 points par match, mais quand même, en tant que journeyman, il a réussi à passer 6 saisons dans la Grande Ligue, faisant un peu le tour de beaucoup de franchises. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'à peu près partout où il passait, il était le chouchou des fans, avec son côté dynamiteur qui n'avait absolument pas besoin de temps d'échauffement avant d'être efficace. C'est probablement du côté de Philadelphie où il a fait 2 passages entre 91 et 93, puis en 96 qu'on se rappellera le plus de lui. Son énergie communicative lui a donc définitivement permis de se construire une carrière intéressante, malgré son manque de centimètres. Enchaînons maintenant avec Monteto, 1m70 lui aussi, qui a fait un bref passage en NBA lors de la saison 1976-1977. Après une saison rookie où en ABA, malgré sa moyenne de 3 petits points par match, il obtint une sélection All-Star, la fusion avec la NBA a probablement sonné le glas de sa carrière dans la Grande Ligue. Sous le maillot des Nuggets, Stowe peina à s'imposer et après 51 matchs, il ne retrouva plus jamais de contrat. Sa combativité et sa science du jeu lui auront tout de même permis de sortir du lot et depuis, elles l'ont amené à devenir un coach reconnu en NCAA, lui qui a passé plus de 30 ans dans ce costume au sein de différentes facs de renom, comme North Carolina State par exemple. Malgré son bref passage en NBA, ce que l'on retiendra plus tôt, c'est sa carrière de joueur à la fac, lui qui décrocha le titre NCAA en 1974 tout en faisant également partie des joueurs majeurs de l'équipe de baseball. Et même si au vu de sa taille, les analystes l'imaginaient davantage poursuivre sa carrière avec un gant et une batte, Stowe a pourtant tout fait pour poursuivre son rêve de basketteur, et même si sa carrière fut courte, impossible de dire que l'objectif n'a pas été accompli. Dans les courtes carrières, nous nous devons aussi de parler de Wat Misaka, qui lui n'aura au final joué que 3 petits matchs dans la Grande Ligue, du haut de son mètre 70 sous le maillot des Knicks. Après une bonne carrière universitaire, interrompue par un passage à l'armée, et durant laquelle il a gagné le titre en 1944, puis le NIT en 1947, le meneur d'origine japonaise, plus que par sa taille, restera probablement davantage dans les mémoires pour avoir été le premier joueur d'origine asiatique à évoluer dans la Grande Ligue. Toujours dans les petites carrières et toujours dans la famille des meneurs d'1m70, nous avons maintenant Red Klotz et ses 11 petites rencontres jouées dans la Grande Ligue en 1948. Néanmoins, avec les Bullets, il a pu remporter le titre, restant encore aujourd'hui le plus petit joueur de l'histoire NBA à être bagué. Il continuera ensuite sa carrière avec les Washington Generals, adversaire mythique des Harlem Globetrotters dont il est ensuite devenu coach, puis GM. Notons que lui, malgré les scénarios scriptés et connus de la plupart de ses matchs exhibition, a tout de même réussi à obtenir 2 victoires face à ses mythiques Globetrotters, et Klotz, qui a joué avec les Generals jusqu'à ses 68 ans, n'a jamais caché que soir après soir, il cherchait la win, rien d'autre. Il se rappelle même avoir dû être escorté hors de la salle après un game winner en 1970 qui avait provoqué le courroux total de la foule. Avec un bilan global de seulement 2 victoires pour des milliers de défaites face aux Trotters, Klotz était très têtu, et quoi qu'il en soit, on ne pourra jamais lui reprocher le contraire. Allez, reprenons avec un joueur plus connu, Spud Webb, qui lui aussi a pu remporter un concours de dunk mythique. C'était en 1986. Il est le plus petit joueur à avoir jamais obtenu une victoire lors de l'event. Si plusieurs fois on a tenté de le grandir en évoquant pour sa taille 1m70, voire 1m72, les mesures officielles affichées sur Basketball Référence ne sont pas aussi enthousiastes, vu qu'apparemment le meneur de jeu n'affichait qu'1m68 sous la toise. Bien sûr, quand on pense à lui, c'est sa détente et sa fameuse win au Slam Dunk Contest qui viennent d'abord à l'esprit. Mais Webb n'était pas qu'un athlète, il était un excellent joueur de basket également. Si vous voulez savoir d'ailleurs pourquoi on l'appelle Spud et pas Anthony comme le voudrait son vrai prénom, nous vous renvoyons à la série de vidéos sur les surnoms que nous avions publiée il y a quelques mois. Mais pour revenir au basket, ce qu'il faut noter avec Spud, c'est qu'il a tout de même pu passer 13 saisons en NBA, principalement sous les couleurs des Hawks et des Kings. En carrière, le meneur, qui était essentiellement un scoreur en pénétration, tourne quasi à 10 points par match, et lors de ses meilleures saisons, comme lors de la campagne 91-92, il a même tourné à 16 unités au global, ça commence à peser. Acolyte de Dominique Wilkins pendant 6 belles années à Atlanta, Spud Webb est probablement en compétition pour être reconnu comme le meilleur joueur de moins d'1m70 à avoir jamais joué au basket, et rien que ça, même si c'est discutable et que ça reste très honorifique, c'est un sacré accomplissement. Mais des joueurs de moins d'1m70, il y en a d'autres, et pour enchaîner, faisons un petit détour, promis, c'est le dernier, vers un joueur qui lui aussi a connu une carrière très courte en NBA, Mel Hirsch et ses 13 petits matchs. Avec son mètre 68, il a été pendant plus de 40 ans le plus petit joueur de toute l'histoire. Et ce qui plaisait, c'était le volume de jeu qu'il avait sur le parquet. Le mec se faufilait partout, se rendait disponible, allait défendre et se jetait même parmi les pivots pour aller tenter de choper des rebonds. Assez dingue pour un joueur de sa taille. Bon, ça, il n'a pas vraiment eu le temps de le montrer pendant les 13 rencontres qu'il a disputées avec Boston pendant la saison 1946-1947. Mais quand même, avoir été le plus petit joueur de l'histoire de la ligue pendant 4 décennies, ça méritait d'être évoqué. Ensuite, encore un étage en dessous, vu qu'il culminait seulement à 1m65, nous avons Earl Boykins. Lui, ce qui a fait sa force, c'est de commencer le basket
très jeune. Il raconte qu'aussi loin qu'il puisse se souvenir, dans son enfance, il avait un ballon entre les mains. À l'âge de 3 ans, il suivait déjà son père basketteur partout, et c'est probablement l'une des raisons qui lui a permis de développer de réels fondamentaux, qui l'ont aidé pendant toute la suite de sa carrière. Avec une vitesse impressionnante, un super handle et surtout un QI basket très développé, Boykins, malgré son manque de taille, a pu passer les étapes les unes après les autres, et même s'il n'a pas été drafté en 1998, il a quand même pu trouver un contrat avec les Nets, une fois la saison lancée. Il s'est ensuite battu dans toutes les équipes dans lesquelles il a été envoyé, des Cavaliers au Magic, en passant par les Clippers et les Warriors, jusqu'à obtenir un vrai rôle aux Nuggets puis aux Bucks, glanant même quelques apparitions en tant que titulaire, et atteignant même la barre des 15 points par match à Milwaukee en 2007. Si ensuite il a fait un bref passage en Italie sous le maillot de la Virtus Bologne, Boykins a retrouvé un contrat NBA en 2009, et au final, sa carrière se sera prolongée de 3 ans supplémentaires dans la Grande Ligue. Clairement, il était surtout un scoreur, un gros dynamiteur capable de prendre feu en quelques instants, et apporter un vrai boost d'énergie en sortie de banc. Avec plusieurs perfs à 30 points ou plus, et même une pointe à 36 dans sa carrière, il est devenu le plus petit joueur de l'histoire à atteindre cette marque, et soir après soir sur les terrains, il était capable de jouer un basket très spectaculaire compte tenu de sa taille. Son agressivité, sa passion pour le jeu et son travail lui ont permis de se construire au final une carrière de 13 saisons dans la Grande Ligue, avec une moyenne globale de 8,9 points par match, c'est assez impressionnant. Petit fun fact pour finir, la légende raconte que le meneur, malgré ses 61 kilos, était capable de soulever 142 kills en développé couché, soit presque 2 fois et demi son poids. Comme quoi, même si les dispositions physiques à la base auraient pu le handicaper, quant à l'idée de se construire une carrière en NBA, il a pu compenser en taffant énormément sur son corps, et ça c'est tout à son honneur. Mais maintenant, pour finir, vous vous y attendiez tous, évidemment qu'on allait parler de lui. Voici Muggsy Bogues et ses 5 pieds 3, soit 1m60. Vous l'avez compris, il est juste le plus petit joueur de toute l'histoire. Bien sûr, ces mensurations l'ont très vite rendu populaire auprès des fans dans les années 90, jusqu'à même avoir un rôle dans le mythique Space Jam en 1996. Mais ne pensez pas qu'il était en NBA juste pour faire le buzz, Muggsy Bogues était également un très bon joueur de basket. Si vous voulez savoir pourquoi on l'appelle Muggsy d'ailleurs, plutôt que par son vrai prénom Tyrone, on vous renvoie là encore à nos vidéos sur les surnoms des stars. Mais bref, revenons au joueur qu'il était et parlons avant tout du fait qu'il était réellement un excellent défenseur. C'est avant tout grâce à ça qu'il a fait sa place. Depuis tout jeune, sur les playgrounds de Baltimore, il harcelait les stars du streetball et rapidement il devenait une plaie pour tous les scoreurs, quel que soit le niveau auquel il évoluait. Après avoir été drafté par les Bullets avec le 12e choix en 1987, Muggsy a ensuite vite pris la direction des Hornets, franchise dans laquelle il a fait la majorité de sa carrière. Là-bas, en tant que titulaire, son rôle était clair, éteindre complètement le meneur adverse et apporter autant d'énergie que possible pendant l'intégralité des minutes qu'il passait sur le terrain. Ça a fonctionné et à Charlotte, il est devenu un pion essentiel du dispositif, Larry Johnson expliquant même qu'il se nourrissait tous les jours de l'énergie que son coéquipier apportait. Puis ne croyez pas non plus qu'il n'avait aucun rôle en attaque, il était aussi un excellent organisateur, capable de finir une saison 93-94 à plus de 10 passes par match, tout en scorant sa dizaine de points, en utilisant sa vitesse et son agilité pour se faufiler vers le cercle. Et en plus de ça, il faut le dire, il était d'une propreté folle, son ratio assist-turnover de 4,69 est de loin le meilleur de toute l'histoire parmi les joueurs à plus de 6000 assists, avec un Chris Paul deuxième dans ce classement qui se situe à plus de 7 dixièmes derrière, ça fait beaucoup. Une peste en défense, une étincelle en attaque, voilà comment on définissait le jeu de boxe dans les années 90, et voilà comment malgré son 1m60, il s'est fait une réelle place et a obtenu une importante reconnaissance. Lui aussi, avec son physique de demi-portion et son énergie, a rapidement suscité la passion des fans de Charlotte et de toute la NBA, pour lesquels en 14 ans de carrière, il est devenu une véritable mascotte. En termes de moyenne, avec ses 7,6 caviars par rencontre, Muggsy se classe à la 18e place pour ce qui est des meilleurs passeurs de toute l'histoire dans la Grande Ligue. Mine de rien, quelle que soit sa taille, ça classe un homme. Alors si le meilleur joueur all-time de moins d'1m70 ne devait pas être Spud Webb, ce serait probablement Muggsy Bogues qui prendrait sa place. Et on avoue que là-dessus, on a du mal à se positionner, tellement ça fait débat. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.